Bonjour, bienvenue à ce podcast Vue de près concernant le référendum sur la loi pour la reconnaissance des communautés religieuses dans le canton de Neuchâtel. C'est une votation qui aura lieu le 26 septembre 2021. Et ici, vous êtes sur un podcast sur l'actualité de la communauté musulmane en Suisse, voire en Europe ou peut-être de temps en temps au-delà. C'est une série qui va se faire de façon tout à fait irrégulière, hein. Dès que je pense vouloir ou devoir ajouter mon petit grain de sel, je le ferai. Et on est d'accord que les sujets, de toute façon, ne manqueront pas. Alors, pourquoi ce titre vu de près? Je ne vous cache pas que je ne me suis pas beaucoup cassé la tête pour donner un titre, mais je me suis dit que, étant engagé depuis de nombreuses années sur cette thématique-là, avec la communauté musulmane, avec beaucoup de formations, beaucoup de dialogues avec des autorités, avec des partenaires dans le dialogue interreligieux sur à peu près tous les niveaux. Je me suis dit que je peux ajouter une vue qui est peut-être justement une vue de près. Et c'est ce que j'essaierai de faire avec ce podcast pour contribuer aux discussions qui ont lieu en Suisse sur cette thématique-là. Je tiens aussi à préciser, justement, parce que je suis engagé avec différentes entités, que je m'exprime à titre tout à fait personnel. Alors, les Neuchâtelois et les Neuchâteloises vont voter sur la loi pour la reconnaissance des communautés religieuses. Sur Neuchâtel, ça fait partie, le principe de la reconnaissance fait partie de la Constitution cantonale depuis l'an 2000. Quand il a été accepté par 76% des votants. Il a été adopté, le principe, ou la loi plutôt, qui découle de ce principe constitutionnel, a été adoptée par le Grand Conseil en 2020. Et c'est justement là où le référendum a été pris par le PLR et l'UDC, qui amène à ce vote qui aura lieu le 26 septembre. Et la votation va se faire sur l'ensemble de la loi. C'est un référendum sur la loi, donc les Neuchâtelois et les Neuchâteloises vont dire oui ou non. Et si c'est oui, ben, la loi passe, et si c'est non, enfin, c'est tout à la poubelle. L'argument qui avance les référendaires, c'est que la question principale, c'est est-ce que c'est au Grand Conseil ou au peuple de trancher sur une éventuelle reconnaissance de communautés religieuses supplémentaires. Et vous en doutez pas, les deux parties proposent que c'est au peuple de trancher, donc que toute demande devra passer devant le peuple et pas être tranchée par le Grand Conseil seulement. C'est un peu similaire, si on veut, comme sur le canton de Vaud, où il y a possibilité aussi d'une reconnaissance. Et puis, puisque c'est une loi qui sera adoptée dans le canton de Vaud, ça devient automatiquement sujet à un éventuel référendum facultatif. Alors, on parle de reconnaissance des communautés religieuses. De quoi parle-t-on? Alors, on peut lire beaucoup de publications scientifiques qui approfondissent la question sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan religieux, etc., etc. Pour simplifier, en ce qui me concerne, ce qui est important dans la question de la reconnaissance, c'est que l'État a besoin de partenaires pour certaines tâches. Et il veut réguler le fait social, hein, les réalités sociales et religieuses qui se posent sur son territoire. Donc, pour ce faire, il veut savoir avec qui il a affaire, il pose certains critères, il définit des droits et des devoirs, et si une communauté pense vouloir participer à ce jeu-là, elle peut faire une demande, elle sera vérifiée. Si elle passe le test, elle peut être reconnue. Voilà, c'est tout simple. Pour moi, c'est ça vraiment l'essentiel de cette reconnaissance, parce qu'après, on peut parler de petite reconnaissance, grande reconnaissance. Est-ce que c'est le droit public, le droit privé? Certaines font la différence entre la reconnaissance juridique, donc par une loi ou un décret, ou une reconnaissance institutionnelle qui est la collaboration pragmatique entre l'État et une communauté religieuse sans forcément avoir tout un cadre législatif qui va avec. Donc, on peut parler de beaucoup de choses. Ce qui est important pour moi, c'est cette idée d'être partenaire pour l'État. Et pour être partenaire, il faut remplir certains critères qui sont évidemment donnés par l'État. Donc, c'est une question de coopération, de dialogue avec les autorités,
je dirais aussi de cohésion sociale, parce qu'avec une reconnaissance, la communauté, elle s'inscrit dans le social, dans les communautés existantes. Et l'État vérifie donc sur la base des exigences qu'il pose. Et si on imagine, par exemple, que l'État a besoin de quelqu'un pour faire l'aumônerie religieuse dans un hôpital ou dans une prison, vous imaginez bien, il faut savoir avec qui on travaille. Ça ne peut pas être n'importe qui, il faut que ce soit quelqu'un qui, en plus, a une institution derrière qui garantit, qui est là pour être un peu flexible au cas où la personne est malade, elle peut envoyer quelqu'un d'autre. Donc, tout ça nécessite un minimum de structure et d'organisation. Et l'État, évidemment, il veut savoir avec qui il travaille. Ça, c'est juste un petit exemple pratique par rapport à l'utilité de cette reconnaissance. Il n'y a pas beaucoup de situations en Suisse aujourd'hui qui permettent cette reconnaissance, en tout cas sur le plan de la reconnaissance juridique. Je ne parle pas maintenant de la reconnaissance, on va dire, un peu institutionnelle ou pragmatique, ce qui est beaucoup pratiqué à Zurich. C'est d'ailleurs un modèle très intéressant, je trouve, où l'État, il peut, et il le fait, travailler avec les communautés. Donc, moi, je connais surtout par rapport à la communauté musulmane, qui est la VIOTS dans le canton de Zurich, donc c'est la fédération des mosquées dans le canton de Zurich. Et il y a une très belle collaboration qui s'est instaurée entre l'État et la VIOTS, la communauté, et les mosquées qui sont membres pour l'aumônerie, avec des formations pour les aumôneries et pour différentes choses. Et donc, c'est très simple, très pragmatique, comparé à d'autres situations où c'est tout un arsenal juridique qui est en place, qui prend du temps pour se faire reconnaître, pour se faire vérifier, etc. Donc, ces deux approches différentes. Et là, évidemment, comme il se doit pour la Suisse, pour un pays euh, fédéral, c'est que chaque canton a son historique, chaque canton met en place le système qui lui convient. Et c'est très bien ainsi. Donc, concrètement, il y a la possibilité maintenant de l'arsenal juridique qui est en place sur Fribourg, sur Bâle-Ville et sur Vaud. Et sur Vaud, la demande de la communauté musulmane de l'UVAM est en cours. Le processus de vérification de la demande est en cours. Et éventuellement, Neuchâtel, ça sera la prochaine étape ou le prochain canton, un quatrième, 1 sur 26, ça ne fait pas beaucoup. Il y en a je n'ai pas exactement les chiffres, mais je crois qu'il y a à peu près la moitié des cantons, en tout cas, qui a en tout cas le principe constitutionnel en place. C'est-à-dire la Constitution, elle est prête. Elle dit que l'État peut reconnaître d'autres communautés que celles reconnues d'office, qui sont d'habitude les protestants et les catholiques. Parfois aussi la communauté juive. Et il n'y a que 4 cantons qui ont rajouté à ce principe constitutionnel une loi pour concrétiser la chose qui est nécessaire en fait pour aller de l'avant. Et même en plus la loi, en tout cas c'est le cas pour Vaud et ça serait également le cas pour Neuchâtel si la loi passe, c'est qu'il faut un règlement d'application de la loi qui prendra certainement encore un tout petit peu de temps pour Neuchâtel. Et dans ce règlement-là, le canton il va davantage spécifier ses exigences, ses procédures et comment il compte procéder pour passer à une éventuelle reconnaissance. Alors, quel est l'impact d'une telle reconnaissance? Évidemment, ça dépend du canton et du système qu'il met en place. Mais globalement parlant, ce qui me semble très important, c'est la paix religieuse, parce qu'avec la reconnaissance, ça amène la communauté requérante à devenir un acteur, on va dire, officiel dans une certaine mesure. C'est-à-dire, il doit s'inscrire dans le paysage existant. D'ailleurs, dans les exigences, il y a, en tout cas sur Vaud et Neuchâtel, dans ce qui est prévu, l'engagement social, l'engagement dans le dialogue interreligieux, puis sans ça, déjà d'office, la reconnaissance ne serait pas acceptée. Donc, une telle communauté devient un acteur de paix d'office, ou plutôt, elle doit déjà être un acteur de paix pour pouvoir être reconnue. Une telle communauté reconnue devient un partenaire de qualité pour l'État, parce que justement, comme ça, l'État, il sait à qui il a affaire, de qui est composée cette communauté, qui sont les responsables, les compétences linguistiques des gens, la transparence financière. L'État, il peut poser les critères qu'il veut.
Et d'habitude, il y a évidemment le critère de la transparence financière. Donc, l'État, il a un accès à la communauté, il y a un œil sur les activités et la réalité de cette communauté-là. Donc, ça, c'est des points qui sont très, très importants. C'est d'ailleurs pour la communauté musulmane, c'est souvent ce qui est critiqué, c'est les finances, le respect du cadre légal, qui est bien sûr une autre exigence fondamentale, c'est le respect du cadre légal et des libertés constitutionnelles. Donc, tout ça fait partie des exigences et une communauté requérante, elle se soumet à tout cela. Donc, l'État a un accès à cette communauté, facilité et un œil sur les activités. Pour moi aussi, c'est très, très important la question de l'égalité de traitement. Égalité de traitement voulant dire qu'on ne peut pas reconnaître certaines communautés, même si historiquement on le comprend, mais l'État ne devrait pas reconnaître certaines communautés et d'autres non, ou disons ne pas leur donner la chance de se faire reconnaître. Après, ça passe ou ça passe pas, c'est toute une autre question, mais toutes les communautés doivent avoir les mêmes possibilités de se faire reconnaître. Et ça, justement, ce n'est pas la situation actuellement en Suisse. On a toute une série de cantons où certaines communautés sont reconnues et d'autres ne peuvent même pas faire la demande. Donc, ils n'ont même pas la possibilité de prouver qu'ils mériteraient potentiellement une telle reconnaissance. Et ce qui me dérange beaucoup dans certains débats, c'est quand certains politiciens disent non, mais en fait, on ne veut pas vous reconnaître parce que vous n'êtes pas capable ou vous ne méritez pas ou vous ne respectez pas les critères donnés. Et ben, je réponds en disant que non, mais justement, mais laissez-nous le prouver. Et puis, si on n'arrive pas, si on ne passe pas, si on ne remplit pas les critères, effectivement, ça ne passe pas et ça sera juste que ça ne passerait pas. Mais donnez-nous au moins la chance de passer. C'est comme dire à un élève, non, non, mais tu n'es pas capable, mais vous ne le laissez pas aller au test. Vous voyez, c'est pas très correct, c'est pas très juste. Et on n'est pas dans une logique d'égalité de traitement. Un autre impact très, très important, c'est le développement des structures, parce qu'avec les exigences qui viennent, c'est aussi tout ce qu'il y a, on a dit, la transparence financière, c'est la gestion démocratique des associations. Euh, et là, il y a tout ce c'est un peu la base, hein, mais c'est les assemblées, c'est les votations, et pour certaines associations, hein, c'est du vécu, où c'est parfois difficile à être vraiment au niveau d'un point de vue administratif avec tout ce qu'il faut, même si on dirait peut-être que ce n'est pas beaucoup demandé. Mais c'est vrai que la gestion d'une mosquée, disons, c'est parfois un peu plus que les gens imaginent avant de se lancer. Donc, le développement des structures, le renforcement des capacités, et c'est à mon avis tout à fait souhaitable pour l'État et pour la société de façon générale, et d'ailleurs comme les autres critères, parce que justement, quand on critique les gens ne respectent pas la loi, ils ne sont pas capables de s'exprimer en français ou en allemand si c'est autre sarine, ils ne connaissent pas les lois, ils ne sont pas intégrés, etc. Mais voilà, c'est l'instrument pour le prouver et pour le faire. Donc, c'est assez contradictoire de dire que non, mais vous n'êtes pas à niveau et puis on ne veut pas les laisser prouver ou les laisser évoluer pour justement être à niveau. Et puis un dernier point qui est pour moi fondamental, il va avec ce que je viens de dire, c'est l'image, en particulier pour la communauté musulmane. L'image, comme on le sait, n'est pas très bonne, pas très positive actuellement. Et il est vrai, même si ça, ce n'est pas du tout mentionné dans les droits et les devoirs, hein, dans le cadre, dans les lois, par exemple celle de Neuchâtel ou celle sur Vaud, ce point-là, il n'est pas du tout mentionné, mais il est peut-être, en tout cas pour moi à titre personnel, et c'est peut-être le plus important parce que ce qui va se passer dans la procédure de reconnaissance, c'est que l'État va aller vérifier, il vérifie les comptes, les finances, les capacités des gens, le respect de la loi, le respect des libertés religieuses. Il va tout vérifier et si ça passe et si la reconnaissance passe à cette communauté-là, elle aura le tampon du canton qui va dire vous êtes compatible avec la démocratie, vous êtes des bons citoyens. C'est une sorte de naturalisation, si on veut. Et je pense d'ailleurs, même si l'argument ne porte pas là-dessus d'habitude, mais je crois que parmi les opposants à la reconnaissance des communautés musulmanes, c'est ce point-là. Parce qu'il est vrai, une fois, on a le tampon de l'État,
c'est beaucoup plus difficile de critiquer cette communauté-là, puisqu'elle a été vérifiée, puisqu'elle a puisqu'elle a le tampon du canton. Et puis, si votre fonds de commerce, c'est la critique de la communauté musulmane, vous n'avez pas envie qu'on vous enlève votre fonds de commerce politique. Au niveau des droits et des devoirs, donc là, je vais un peu plus concrètement à Neuchâtel. Donc, les devoirs, je l'ai déjà mentionné, c'est le respect du cadre légal et des libertés constitutionnelles. On dit que voilà, ça va de soi. De toute façon, tout le monde doit respecter le cadre légal et les libertés constitutionnelles. C'est vrai, moi je le dis aussi. Après, ça permet quand même de contrer quelques fantasmes et ça me fait penser notamment à la question de l'apostasie où ça, j'entends tellement souvent de la part de différentes personnes exposées ou pas, mais l'idée que les musulmans ne pourraient pas quitter l'islam et puis devenir chrétiens ou autre chose ou rien, et puis que ça leur créerait forcément des problèmes, voire que ça serait un danger pour eux. Et ça, franchement, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aurait quitté la religion musulmane. C'est vraiment, c'est clairement un fantasme. Et puis peut-être le fait de ressouligner ça, de signer ça, de clarifier ça, ça aide justement au niveau aussi de l'image et de la réputation. Il y a le dialogue interreligieux qui est exigé partout. Et ça, c'est d'habitude, ça se fait, hein, ça se fait d'office. D'ailleurs, si une communauté demande la reconnaissance, c'est qu'elle est déjà dans cette logique-là. Si elle n'est pas dans cette logique-là, elle ne va pas demander une reconnaissance. Mais le dialogue interreligieux, évidemment, il est renforcé. Si on prend l'exemple d'aumônerie, alors en tout cas sur Vaud, là sur Neuchâtel, je ne sais pas si c'est déjà aussi avancé pour que ça soit déjà défini, mais sur Vaud, l'aumônerie, par exemple, en principe, c'est plutôt une aumônerie commune. On appelle ça les missions communes, où toutes les religions travaillent ensemble. Donc, ça génère automatiquement un échange sur le plan institutionnel, mais aussi sur le plan pratique entre les aumôniers et les aumônières. Et donc, ça génère automatiquement, dès par la collaboration institutionnelle, un dialogue interreligieux, en plus, bien sûr, du dialogue qui se fait d'un point de vue plus social. La transparence financière, je l'ai dit, et puis là, c'est un autre fantasme hein, qui existe sur notre communauté, les financements par l'étranger, c'est vrai dans certaines situations, mais on a participé à plusieurs études aussi avec des médias, puis d'habitude, quand on va voir de plus près, il n'y a pas grand-chose. Hein. On connaît les quelques exemples, et puis on les connaît par cœur. Hein. On peut en parler une autre fois de manière un peu plus précise. Mais ce n'est pas étonnant parce que les personnes s'étonnent et puis les critiques fusent tout de suite. Si c'est quelque part l'achat ou la construction de nouvelles mosquées qui coûte 1 million ou 2 millions, et puis les critiques disent non, non, mais l'argent vient forcément de l'étranger. Ma foi, non, parce que si c'est une communauté avec 300, 400, 500 membres, hein, comme on le connaît très fréquemment chez les Bosniaques, les Albanais, les Turcs, si c'est une communauté qui existe depuis 10 ou 15 ans, faites les calculs. Si c'est les membres qui cotisent quelques centaines de francs par année, et peut-être en vue d'un achat, ils donnent un peu plus d'argent. Il y a des gens qui donnent peut-être 1000 francs, 2 000, 3 000 francs. Vous avez peut-être un entrepreneur qui donne 10 000 francs. Et puis, sur une dizaine, quinzaine d'années, vous avez une grande partie de cette somme, et le reste, c'est un crédit à la banque. Donc, c'est aussi facile que ça. Donc, voilà, allons voir de près. Justement, le podcast s'appelle Vue de près. Je pense que l'occasion se présentera pour voir des situations de près, parce que j'ai vu ça à plusieurs reprises, hein, malheureusement. Hein, puis moi, je ne fais pas le bashing des médias. Mais quand c'est quelqu'un qui critique et qui dit mais l'argent vient de je ne sais pas où, on ne sait même pas trop d'où ça devrait venir, mais ça trouve son chemin dans la presse. Et quand nous allons ensuite sur place avec un journaliste pour voir spécifiquement dans cette mosquée-là, en faisant le calcul avec les journalistes, en ouvrant tous les comptes, d'ailleurs, les journalistes sont invités, hein, là je m'avance un petit peu, mais à chaque fois, on a vérifié, quand c'est arrivé, on a vérifié avec la mosquée, vous êtes d'accord, on vient avec les journalistes, on vient tout voir, vous ouvrez les comptes, etc. Les mosquées ont toujours été d'accord. On est allé vérifier, et puis c'est avéré qu'il n'y a rien. Il y a peut-être, je ne sais pas, une mosquée des Albanais ou des Kosovars. Il y avait peut-être 500 francs qui venaient de quelqu'un en Allemagne, hein, d'un privé, et qui est peut-être un ancien de la mosquée, mais sinon rien. Donc voilà, bon, là, on ne va pas dévier trop, mais voilà, c'était l'occasion pour le dire. Un autre critère au niveau des devoirs, c'est les compétences linguistiques, de parler la langue locale.
La durée d'établissement, donc ça peut pas être une communauté qui vient de débarquer. Il faut une existence. Alors sur Neuchâtel, ce n'est pas encore défini à ma connaissance, ça serait défini dans le cadre du règlement justement qui sortirait en cas d'acceptation de la loi, mais sur Vaud, c'est au moins 30 ans. Donc il faut que la communauté récurrente soit établie, ça veut dire sous forme d'association, depuis au moins 30 ans. Et il y a aussi un critère qui est le nombre de membres. Donc, si vous êtes une communauté, vous êtes là depuis 30 ans ou plus, mais vous êtes, je ne sais pas, 5, voire allez, 30, bah, il faut voir si une reconnaissance est justifiée. Je pense qu'il faut quand même un certain rôle, un certain impact sur sa communauté, et puis une certaine importance au niveau de la taille de sa communauté. Après, au niveau des droits, et puis là, on est très spécifiquement sur Neuchâtel, il y a la perception par l'État des contributions volontaires des membres de la communauté. Donc, en gros, ce n'est pas l'impôt ecclésiastique, hein, soyons clairs, parce que c'est justement, on est sur Neuchâtel, un des deux seuls cantons laïcs en Suisse, avec Genève, et donc l'État ne percevra pas l'impôt ecclésiastique. Par contre, tout comme à Genève, l'État peut aider les communautés reconnues à récolter, on appelle ça une contribution volontaire. Alors ça, je ne sais même pas, mais j'imagine que ça passe effectivement par les impôts, mais ce n'est pas un impôt parce que c'est volontaire. Et puis là, il y a plein de modèles sur différents cantons. Il y a les modèles, je dirais, habituels, probablement le plus largement répandu, c'est quand on est adhérent à une communauté, on paye l'impôt qui va avec. Et on ne peut pas s'en échapper. Parce que sinon, il faut sortir de cette communauté-là ou de cette église-là pour ne plus payer cet impôt-là. Parce que sinon, vous allez bénéficier des services sans les payer. Donc ça, je pense, c'est l'idée de base qui est probablement dans la plupart des cantons. Après, il y a des cantons où vous pouvez être membre sans payer, comme c'est Neuchâtel et Genève. Vous pouvez justement faire cette contribution volontaire. C'est les cantons laïcs. Sans, voilà, vous pouvez être membre, vous pouvez bénéficier des services sans être obligé de payer, en tout cas pas à travers un impôt qui est récolté par l'État. Et puis en étant sur les impôts, peut-être je me permets une autre parenthèse, c'est que là où je vois la chose un peu compliquée ou une certaine critique que je me permets d'émettre, c'est que la communauté musulmane d'habitude reçoit très peu. C'est vrai qu'il y a certains projets qui commencent à se faire avec l'aide des autorités, un soutien des autorités y inclus financier pour des projets spécifiques. Mais comparé aux autres églises, à nouveau, hein, c'est historique et c'est tout à fait légitime et justifié et compréhensible. Mais il y a quand même un certain rééquilibrage à faire à terme parce qu'on avait fait le calcul une fois avec, c'est un article qui est paru ensuite dans la NZZ. Alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais ça fait quelques millions. Je pense qu'on doit être autour d'une dizaine de millions, voire entre 10 et 15 millions, si ma mémoire est bonne, de contributions des musulmans aux églises chrétiennes à travers les impôts. C'est l'impôt de base, hein, l'impôt individuel ou l'impôt des sociétés. À Zurich, par exemple, il y a un impôt obligatoire des sociétés. Et si on prend l'exemple de Vaud que je connais au mieux, les communautés chrétiennes, enfin, les églises chrétiennes reconnues reçoivent autour des 50-60 millions par année. Et sur Vaud, la particularité, c'est que tout le monde contribue aux églises reconnues parce que l'argent qu'elles reçoivent vient du budget. Ça vient du budget de l'État. Ça ne vient pas en lien avec un impôt ecclésiastique, ça vient du budget et tout le monde, tout citoyen contribue au budget à travers les impôts. Donc, que vous soyez athée ou bouddhiste ou musulman ou autre, vous allez de toute façon contribuer au financement des églises reconnues. Et à nouveau, personnellement, je trouve qu'il y a une certaine légitimité là-dedans au vu du travail que font les églises, un travail social, un travail de transmission de valeurs et autres. Donc, je vois ça tout à fait justifié. Par contre, si je vois que d'autres communautés reçoivent rien, mais contribuent quand même à hauteur de millions, hein, si on fait le calcul, sur Vaud, les musulmans font, comme sur toute la Suisse, à peu près 5%.
Alors, c'est un peu simpliste, hein, mais disons 5% sur 60 millions, on est à peu près 3 millions. Donc, sur Vaud seuls, les musulmans contribuent à peu près 3 millions aux églises chrétiennes, alors que nous-mêmes, on reçoit rien en réalité. Voilà, donc je pense que c'est un point qui peut en tout cas être discuté. Ensuite, très particulier à Neuchâtel avec cette loi, particulier en tout cas pour la Suisse romande, c'est l'utilisation des locaux scolaires pour dispenser l'enseignement religieux hors des horaires de l'école publique. Et je dis particulier parce qu'en Suisse romande, c'est quand même une tendance plus laïque globalement. Et je pense, je verrai quelques responsables étatiques quand on proposerait ça qui sauteraient au plafond en entendant cette idée-là. Je dis ça avec un petit sourire, mais sans trop d'exagération. Ouais, c'est pas très imaginable, hein, alors qu'en Suisse alémanique, c'est assez courant. Il y a en tout cas plusieurs cantons qui font ça. Moi-même, ayant grandi en Turgovie, c'était, je crois, c'était mercredi matin, à la dernière heure de 11 heures à midi. Les catholiques allaient chez le prêtre et les protestants chez le pasteur. Et puis les autres, enfin, ils sortaient, quoi, ils rentraient ou ils sont allés jouer ou autre. C'était volontaire. Et puis tout le monde allait là où ça leur convenait. Et puis aujourd'hui, bah, en Turquie, ils ont rajouté l'imam, voilà, comme les autres. L'avantage, c'est que c'est organisé. À nouveau, c'est comme la question de la reconnaissance. On sait qui c'est parce que bah, l'imam, c'est pas n'importe quel imam qui vient comme ça, hein, qui vient frapper à la porte pour dire bonjour, je suis l'imam, est-ce que je peux enseigner aux enfants? Non, c'est quelqu'un qui est reconnu ou voilà, en tout cas, l'État ou l'école a dit c'est OK que tu viennes. Ils connaissent probablement aussi les matériels scolaires utilisés, etc., etc. Donc, personnellement, je trouve que c'était une très bonne chose. Ensuite, il y a la participation au service d'aumônerie. Ça aussi, c'est important, surtout l'aumônerie, parce que vous imaginez quelqu'un en fin de vie dans un hôpital ou un détenu où il y a beaucoup de questions je sais pas, de protection de données ou beaucoup de choses, de dangers aussi, de risques et autres. C'est quand même fondamental que l'État sache bien avec qui il travaille. Et c'est indispensable que cette personne-là soit reconnue dans le sens au moins voilà, accréditée par l'État. Donc, ça, c'est quelques droits et devoirs par rapport à Neuchâtel en particulier, mais ça ressemble beaucoup à ce qui se pratique sur Vaud. D'ailleurs, le canton de Neuchâtel s'est beaucoup inspiré du modèle vaudois. En tout cas, c'est mentionné plusieurs fois dans les différents rapports qu'on a vus dans les commissions du Grand Conseil neuchâtelois. Ensuite, un autre point spécifique sur Neuchâtel, je l'ai mentionné, la laïcité. Donc, il n'y a pas d'impôt ecclésiastique. Et le deuxième point, à mon avis, qui reflète la laïcité neuchâteloise, c'est que toutes les communautés sont reconnues au même niveau. Ce n'est pas le cas dans les autres cantons. Ce n'est pas le cas en tout cas sur Vaud. Sur Vaud, il y a une reconnaissance de droit public qui est réservée aux protestants et aux catholiques, et les autres, c'est une reconnaissance qui s'appelle d'intérêt public, et si on veut juridiquement parlant, c'est une reconnaissance de droit privé, alors que les catholiques et les protestants sont de droit public. On peut appeler ça grande ou petite reconnaissance. C'est un terme qui vient de Bâle-Ville, où il y a aussi justement cette reconnaissance-là. Là, c'est le Grand Conseil qui fait un décret, ce n'est pas une loi, c'est un décret qui est donné par le Grand Conseil si ça passe. Et il y a deux types. Donc, il y a une reconnaissance qui est un peu plus élevée avec plus de droits et plus de devoirs, et l'autre, c'est un peu plus assez symbolique en réalité, hein, si on veut. Mais tout le monde peut demander les deux. Alors que sur Vaud, tout le monde ne peut pas demander la grande reconnaissance, celle de droit public. Sur Bâle, tout le monde peut demander les deux, sauf évidemment la grande, c'est plus compliqué. Donc voilà, pour résumer, sur Neuchâtel, la laïcité, je crois comprendre qu'elle se manifeste à travers l'idée que c'est le même type de reconnaissance pour tout le monde, il n'y a pas de différence et qu'il n'y a pas d'impôt ecclésiastique possible. Donc, aussi sur Neuchâtel, parmi les faits importants, c'est que depuis 1948, les communautés réformées, catholiques romaines et catholiques chrétiennes, sont reconnues d'utilité publique dans le canton de Neuchâtel. Donc, c'est assez ancien, ça fait 70 ans maintenant, un tout petit peu plus.
C'est très historique. Et je pense que c'est toujours important, peut-être pour mes collègues de la communauté musulmane, il faut toujours prendre en compte cet aspect historique. On prend l'exemple de Vaud à nouveau, où la communauté protestante a été officiellement reconnue, où même les prêtres étaient des fonctionnaires de l'État, payés par l'État, et les catholiques, en fait, ils étaient même interdits de clocher pendant de nombreuses années. Et ça, en 1900, je n'ai plus les années maintenant en tête, mais genre, je crois d'entre 40 et 80 ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, assez récemment, ce n'était pas il y a 200 ans en tout cas. Donc, les catholiques et les protestants, ils sont vraiment sur un pied d'égalité dans le canton de Vaud depuis la nouvelle constitution de 2003. Et ça, il faut le garder en tête. Et justement, c'est après, il y a des nouvelles communautés qui arrivent. Tout d'un coup, voilà, on vient d'arriver à cette égalité. Et ça se joue parfois aussi sur d'autres thématiques, comme la question de la sépulture, où on avait pas mal de négociations par rapport à une solution pour la sépulture musulmane sur Vaud, où justement l'État nous disait aussi, mais vous savez, on vient de trouver un équilibre entre les protestants et les catholiques, et puis la laïcité des cimetières, etc. Puis, non, c'est vous qui venez un peu brouiller les pistes. C'était pas méchant, mais voilà, juste pour expliquer. Je pense que ça, c'est toujours très, très, très important de comprendre l'historique et de s'inscrire dans un canton, dans ses institutions et dans son historique. Euh, donc, en 2019, dans le canton de Neuchâtel, il y avait entre 4 et 5 de musulmans sur l'ensemble, donc ça reflète vraiment la moyenne de la Suisse. Et il y avait à peu près presque 50% de personnes sans appartenance religieuse. Donc, c'est une tendance qui prend aussi de plus en plus d'ampleur, qui a les sans appartenance religieuse qui, gentiment, deviennent la plus grande communauté ou le sont déjà dans certains cantons. Et ça aussi, c'est à prendre en compte. Nous sommes vraiment dans une, si sécularisation est le bon terme, c'est que des personnes qui abandonnent l'appartenance religieuse, ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne sont pas croyantes, soyons clairs. Tout comme quelqu'un qui reste affilié à une église, ça ne veut pas forcément dire qu'il est croyant, hein, si ça peut avoir l'air bizarre, mais je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qui font qu'on est associé quelque part ou pas. C'est parfois plus du social ou du culturel que vraiment du religieux. Et voilà, cette sécularisation ou cette diminution d'appartenance religieuse partout en Europe et aussi en Suisse est à prendre en compte. Et disons, la tendance maintenant d'aller vers plus de reconnaissance par l'État, parce qu'il y a maintenant aussi la communauté musulmane qui s'y intéresse et qui justifiera une reconnaissance, bah, c'est un peu en opposition ou en contradiction avec la tendance de la société. Voilà, on verra ce qu'on fait avec ça. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment l'égalité de traitement. Si la société se dit, mais tiens, cette reconnaissance-là, on n'en veut plus, parce que voilà, c'est du dépassé, il y a plus de moins en moins d'appartenance religieuse, à la limite, je peux vivre avec. Donc, on traite tout le monde sur un pied d'égalité. Donc, si reconnaissance il y a, il faut que ça soit possible pour tout le monde. Et sinon, il faut l'abandonner. Voilà, c'est pour moi un principe fondamental. Alors, pour terminer gentiment sur Neuchâtel, quelles sont les recommandations des partis et des églises? Alors, dans le camp du non, donc ceux qui rejettent la loi, et ça veut dire justement si le peuple se prononce en faveur de non le 26 septembre, ça sera vraiment que toute la loi elle est refusée. Après, on ne sait pas ce que le canton fera avec ça. Voilà, tout sera ouvert de nouveau. Donc, le PLR dit non, le POP dit non, le Parti ouvrier populaire, l'UDC dit non, le centre, donc ancien PDC, dit non, et les autres, donc le Parti socialiste, les Verts libéraux et le Parti évangélique disent oui à cette loi. Au niveau des églises, les trois églises historiques du canton, donc les réformés, les catholiques romaines, l'église catholique romaine et l'église catholique chrétienne sont en faveur de la reconnaissance.
Donc voilà, on verra ce que ça donne le 26 septembre prochain. Personnellement, je trouve que c'est une votation importante parce que ça s'inscrit dans une recherche d'intégration. Moi, je parle d'un point de vue toujours de la communauté musulmane, mais ça s'applique tel quel, je dirais, aux autres. Il y a la communauté juive qui éventuellement fera une demande. Je ne connais pas du tout, je dis comme ça, mais peut-être des évangéliques, peut-être des orthodoxes, ou peut-être des bouddhistes, hein, qui sait. Ce qu'il faut toujours, c'est que la communauté soit prête, à un niveau, engagé, là depuis un certain moment, et que l'État soit prêt. Et si Neuchâtel maintenant refuse cette loi, ben, manifestement, l'État ne sera pas prêt parce que le cadre juridique ne serait pas en vigueur. Mais je trouve personnellement que c'est important au niveau du dialogue interreligieux, de l'intégration, euh, du développement de la communauté religieuse, que ce soit un développement, renforcement des capacités, avancement administratif, institutionnel, et pour vraiment être un véritable partenaire de l'État, partenaire, à mon avis, indispensable pour l'État avec les réalités auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui en Suisse. Donc voilà, ma recommandation personnelle, vous l'aurez bien compris, c'est un grand oui à cette cotation parce que c'est pas, comment dirais-je, c'est pas du blabla, c'est pas une reconnaissance au rabais. Moi, je connais ça sur vous. C'est vraiment du sérieux. C'est une grande vérification de la part de l'État. Euh, et voilà, vous imaginez bien que l'État, il va pas s'exposer à des risques en étant laxiste sur ce processus-là, qui est d'ailleurs un processus plutôt long et qui mérite d'aller jusqu'au bout. C'est là aussi où je trouve, et je terminerai là-dessus, où la votation à la fin, donc justement le PLR et l'UDC ont pris le référendum par rapport à la loi, avec l'argument hein, euh, que ça serait plutôt au peuple de trancher et pas au Grand Conseil, parce que ça a été proposé dans les discussions au Grand Conseil, mais la majorité a refusé cette idée-là, en laissant le Grand Conseil trancher sur la reconnaissance ou pas, sans votation publique. C'est pour ça maintenant ils ont pris le référendum en disant non, non, il faut quand même que ce soit le public qui tranche. Je ne vous cache pas, je suis assez partagé avec ça, partagé parce que je vis ça quand même depuis beaucoup d'années maintenant. Et quand ça concerne pas seulement, mais en tout cas, quand ça concerne la communauté musulmane, je dirais l'avis du peuple n'est pas forcément neutre, l'avis du peuple n'est pas forcément objectif. Et dans ce sens-là, même si c'est terrible à dire pour quelqu'un qui défend la démocratie directe bec et ongle, le peuple peut-être n'a pas toujours raison. Hein. Ça me fait mal de le dire, mais en tout cas, sur cette question-là, je crois que je peux le dire. Il suffit un problème quelque part dans un autre pays, je ne sais pas, un attentat en France, ou on imagine plein de choses. Et ça impacte évidemment la votation, alors que la communauté, elle peut être totalement apte, vérifiée dans tous les sens, tout est propre, tout est clean, mais ça passe pas pour d'autres raisons qui sortent de l'objectivité. Et ouais, c'est quand même problématique. C'est notamment problématique, c'est pas une petite affaire. En tout cas, sur Vaud, je pense que cette question-là nous occupe depuis je ne sais pas, hein, depuis des années, depuis 5 6 7 ans, ça nous occupe. Des discussions internes d'abord, la prise de décision officielle par notre communauté qu'on veut y aller, les premières discussions avec le canton. Enfin, ça fait des années, des années, des années. Si je pense à peu près l'agenda pour savoir si tout passe et que ça passe, enfin, je pense qu'on sera, enfin, c'est difficile à dire, mais on aura passé entre 10 et 15 ans, au moins 10 ans, on sera plutôt proche des 15 ans, et tout ça pour potentiellement recevoir une claque par le peuple à la fin sur des critères qui ne sont pas forcément objectifs et neutres. Donc, vous voyez, voilà, c'est quelque chose qui peut se discuter, tout à fait. Voilà, la démocratie directe avec en honneur et avec tout ce qu'elle mérite. Euh, mais parfois, je pose quand même la question si c'est la meilleure des procédures possibles et surtout la plus juste. La plus juste.
Voilà, donc merci pour avoir suivi ce premier podcast, hein. C'est la première série de ce podcast Vue de près. Et comme je disais au début, ça sera de façon tout à fait irrégulière. Donc, dès que j'aurai envie, dès que je vois une actualité, puis que j'ai envie de contribuer, que je pense que ça peut faire sens, je le ferai. Et puis, j'espère que vous écoutez attentivement. Euh, Merci de commenter si vous avez des commentaires, si vous êtes en désaccord avec ce que je dis, si vous êtes en accord aussi. Likez le canal pour suivre et à très très bientôt. Merci et au revoir.